Merci. Monsieur Skenegox. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Bessier, pour votre exposé particulièrement complet qui nous dépeint une Russie gangrénée par la corruption. On le savait, mais ça semble être encore plus grave que ce qu'on pensait. Concernant notre commission et son enquête, le 11 février de l'année dernière, soit 15 jours avant l'attaque de la Russie à l'Ukraine, une tentative de manipulation au sein du Sénat français a été organisée par l'État russe, visiblement. Et déjouée d'ailleurs par un de mes collègues qui s'est rendu compte que le personnel qui était sur place n'était pas francophone au Sénat, et visiblement russophone. Et comme il parle plusieurs langues, mon collègue, et qu'il vit effectivement à l'étranger, il s'en est rendu compte, il l'a dénoncé. Et donc, qu'est-ce que vous savez de cette affaire et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces organisateurs? On sait que certaines personnes étaient assez proches de M. Zemmour. Voilà, et comment ce type de procédé vous paraît-il réplicable? Est-il normal? Enfin, normal, pas normal au sens, j'allais dire, de notre État républicain, mais en tout cas une des méthodes de l'État russe puisqu'en fait cette diffusion était en fait sur une chaîne russe. Très bien de cette histoire, notamment parce que j'en avais parlé à une journaliste qui ensuite a fait un article sur le sujet. Il s'agissait alors de faire intervenir M. Medvedchuk et M. Rabinovitch, qui est l'adjoint de M. Medvedchuk. M. Medvedchuk, qui se trouve actuellement en Russie, était une personnalité de la vie publique ukrainienne, notoirement pro-Kremlin. Notoirement pro-Kremlin, c'est-à-dire notamment, je dirais, deux éléments. Sa fille est la filleule de M. Poutine. En Russie, traditionnellement, le lien, vous êtes koum, le lien de, ici en France, bon, ça veut dire que c'est un bon copain, quoi. Ça veut, en Russie, c'est un lien très très fort. C'est un lien, vous rentrez dans, bon, qui n'est pas donc accordé à tout le monde. Monsieur Medvedchuk, à l'époque soviétique, était avocat, autorisé par le KGB à intervenir dans certaines affaires, notamment, je suis très heureuse de le dire ici, dans l'affaire du dissident ukrainien, le grand poète Vassil Stous, qui est mort à l'issue d'une grève de la faim dans un camp soviétique. Monsieur Medvedchuk était son avocat, autorisé par le KGB, c'est comme ça se passait. J'ai fait ma thèse sur les dissidents, donc les procédés dissidents, je peux tout vous dire dessus. Il a accablé son client, c'est lui qui l'a envoyé dans les camps. Bon, il y serait parti quand même, mais c'est lui. C'est-à-dire que ce type-là, il est mouillé depuis des années avec, et il s'en est très bien tiré puisqu'il est devenu multimilliardaire. Dans l'opération que vous désignez, qui pour moi, je dirais, est une honte républicaine, une honte. Vous avez, je crois, Monsieur Pozzo di Borgo, si je ne m'abuse, ancien sénateur, qui a organisé cette rencontre pour faire parler, pour donner la parole devant des... et j'ai bien compris, effectivement, qu'il y avait des gens qui étaient là complètement par hasard, dont Monsieur Petit, auquel vous faisiez, je crois, référence, qui se sont retrouvés, je dirais, en disant « on est où ?» C'est-à-dire qu'il s'agissait... Alors, vous voyez, ce qui est intéressant dans la propagande russe, c'est que, et des fois qui est compliqué, il faut regarder, souvent il y a double utilisation. Il y a utilisation pour les Occidentaux, alors public étroit ou public large, et utilisation en interne pour les Russes. Comme par exemple, vous savez, les votes qui sont organisés pour ou contre les sanctions. Quand vous faites un vote à l'Assemblée nationale pour ou contre les sanctions européennes, je veux dire, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun poids. Sauf qu'en Russie, on va dire, ah mais regardez, les députés français sont contre les sanctions. C'est utilisé dans ce sens. Et là, c'était le cas, c'est-à-dire que moi, je croyais que c'était pour influer sur des députés. Mais apparemment, la plupart des députés qui étaient là, je dirais, n'étaient même pas au courant de l'endroit où ils allaient se trouver. C'était pas pour le grand public, puisque le grand public n'était pas au courant. C'était pour pouvoir dire, regardez, Monsieur Medvedchuk, sur lequel ça... Alors, vous savez, quand on dit l'Ukraine, pays fasciste, Monsieur Medvedchuk, millionnaire en Ukraine,
qui avait je ne sais combien de chaînes de télévision. Moi, je peux vous dire que j'aurais été présidente de l'Ukraine. Le premier truc que je fermais, c'était les chaînes de télévision pro-russes. Pro-Kremlin, pas culture russe, pas Dostoïevski, Pouchkine, etc. Mais les chaînes de propagande pro-Kremlin. C'était le premier truc que j'aurais fermé. Ça a continué en Ukraine. Ben non, regardez, et que je te parle en ukrainien, et que je te parle en russe, et que je te parle la moitié des... Bon. Et Monsieur Medvedchuk, quand même, bon, il y avait un petit peu l'orage au-dessus de sa tête, notamment parce qu'il y a eu d'ailleurs un livre qui est sorti sur le procès de Vassil Stous. Donc, il y a cette manipulation, c'est de la manipulation, c'est à mes yeux, du détournement d'institutions républicaines, je dirais, pour pouvoir dire en Ukraine et en Russie, regardez, M. Medvedchuk et M. Rabinovitch, son adjoint, qui défendent soi-disant les intérêts des Russes persécutés, ont une audience au Sénat français. J'appelle ça du détournement. Et effectivement, je pense que les gens, pas les gens dans le public, qui étaient là, je dirais, sans trop comprendre. Mais les gens, hein? Oui, ben, je crois qu'il fallait remplir la salle. Hein. Mais les gens qui ont organisé ça, c'est du détournement. Pour moi, c'est du détournement d'institutions républicaines. Je complète une toute petite question, s'il me reste quelques minutes. Tout à l'heure, dans votre prise de parole, vous avez dit le dialogue franco-russe, c'est un peu plus que ça. Que voulez-vous dire ? Moi, encore une fois, je suis pour les cercles où on rassemble des hommes d'affaires qui vont faire des affaires. Vous avez rappelé, effectivement, ma première formation, c'était à l'ESSEC. Donc, si vous voulez, oui, je pense que faire du commerce, c'est une bonne chose. Je n'ai pas de scrupule par rapport à ça. Quand vous mettez un général du KGB à la tête de ça, ça donne une certaine couleur. Quand j'essaie de ne pas percuter les chronologies, quand vous voyez le parcours de certaines personnes, allez, il m'adore. Allons-y. Alexandre Troubetskoy. Alexandre Troubetskoy, grand nom de l'histoire russe. Bon, ceci dit, des Troubetskoy, il y en a, je dirais, autant que vous en voulez. Dans un livre de mes collègues russes, actuellement dans l'émigration, je pense que c'est dans leur livre, et je vous recommande tous leurs écrits, ils sont tous traduits en anglais et en partie en français, Andrei Soldatov et sa femme Irina Borogan, je crois que c'est là où ils disent très clairement Alexandre Troubetskoy, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, et on retombe sur la continuité, avec les soviétiques, qui a toujours été, ça, moi, c'est un ancien, je dirais, de la diaspora blanche russe qui me l'a dit, mais Troubetskoy, tout le monde le savait, il travaillait avec le KGB soviétique il y a déjà 30 ans. Je crois que je ne peux pas être traîné en justice pour les propos que je tiens ici. Monsieur Troubetskoy, vous savez que c'est le cas. Donc, quand vous le mettez comme directeur général, je veux dire, vous comprenez comment ça marche. C'est-à-dire, ce sont les réseaux du KGB qui s'activent pour effectivement développer les affaires, pouvoir se servir, pouvoir justifier, développer des rencontres. Vous avez vu les rencontres qu'ils organisent actuellement ? Moi, je les suis, les rencontres du dialogue franco-russe. Alors, ils se plaignent toujours en disant on est en difficulté, on n'a pas d'argent, etc., etc. Vous voulez savoir quels sont les réseaux du Kremlin ? Ben, vous prenez le planning des réunions. Alors là, c'est marrant d'ailleurs parce qu'ils vont faire un truc sur l'art. Je me suis dit, tiens, c'est un domaine qui avait échappé. Vous avez les anciens des services. Vous avez y compris français. Vous avez tous les... de temps en temps, il y a un innocent qui tombe là-dessus. Vous aviez récemment quelqu'un qui travaille avec la spécialiste soi-disant de géopolitique de M. Zemmour, puisque vous parliez de M. Zemmour. Vous prenez ces rencontres... vous voyez, moi, a priori, ça m'intéresse, les rencontres franco-russes. C'est ce que les Russes de l'immigration appellent les rencontres de l'ambassade.
C'est complètement orienté, c'est complètement pro-Poutine, c'est complètement pro-Kremlin, ça ne donne pas la parole à tout le monde. Donc oui, je le regrette. J'aurais aimé qu'il y ait une association, avant la guerre, avant l'attaque, qu'il y ait une association pour faire du business, pour développer des liens. Ça n'est pas le cas. C'est pas, en tout cas, pas seulement le cas. Après, il y a certainement des gens qui sont rentrés en se disant, bon, il faut y être, comme il y a des gens qui vont voir la Chambre de commerce franco-russe en se disant, ils vont peut-être m'aider à avoir accès au marché russe, je parle d'avant la guerre aussi, et bien, c'était pas que ça. Je veux dire, je pense, si vous voulez, très sincèrement, il y a des gens qui sont infréquentables. Ça a l'air un peu snob, ça a l'air un peu... Il y a des gens qui sont infréquentables, et il y en avait beaucoup dans ce dialogue franco-russe. Merci pour votre réponse très éclairante. Mireille.